Mes amis, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois sur l'épisode 3 cette fois-ci. Vivre de ses rentes de manière durable et diversifiée. Donc épisode 3 sur l'immobilier, vous l'avez vu dans le titre, c'est le troisième volet. Donc on avait fait les actions, ensuite immobilier, donc ce qu'on va voir dès maintenant, et puis la dernière partie qui sera les cryptos. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'immobilier. Donc, le but de la vidéo, c'est pas que vous deveniez expert, c'est pas une formation, c'est plus une présentation. Donc, c'est une présentation de haute volée, on va dire, pour peut-être vous donner un peu de curiosité sur l'immobilier. Donc, la réelle, hein, c'est pas de la tokenisation ou quoi. Euh, mais voilà, pour peut-être se lancer, parce que je sais que ça peut être impressionnant, c'est des montants élevés, etc. Donc c'est plus pour vous donner cette envie de rechercher un peu plus et vous montrer que c'est pas si compliqué et que surtout c'est pas forcément très coûteux. Donc ça peut être très accessible également. Donc on va se lancer dès maintenant et on va commencer donc par pourquoi l'immobilier. Donc pourquoi l'immobilier? J'ai mis 3 points et j'ai mis en premier l'effet de levier parce que pour moi, je pense que aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on peut vivre en ce moment économiquement, l'effet de levier en fait c'est peut-être l'arme la plus forte qu'a l'immobilier, en tout cas pour vous attirer dans le mode de l'immobilier. Alors pourquoi? Eh ben parce que tout simplement, comme je vous ai dit, acheter un appartement, c'est beaucoup d'argent généralement. Ça va être au moins quelques dizaines de milliers d'euros, donc selon où vous êtes en France évidemment, dans quel type de ville, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir acheter pour 5 ou 10 000 euros. Donc on est tout de suite sur des sommes qui sont quand même assez importantes, surtout si vous débutez, surtout si vous êtes assez jeune et que vous avez peut-être encore pas beaucoup d'économies et que vous n'avez pas d'autres investissements. Donc ça peut faire un peu peur parce que c'est tout de suite une grosse somme qui est avancée. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cet effet de levier, c'est-à-dire que vous allez emprunter forcément, enfin en tout cas c'est passage quasiment obligatoire. Et puis en fait, il vaut mieux emprunter, on va le voir plus tard. Donc, en fait, cet effet de levier, il va tout simplement démultiplier la rentabilité que votre investissement va donner. Donc, pour moi, c'est vraiment le facteur numéro un de pourquoi on veut se lancer en immobilier, c'est que voilà, cet effet de levier rend en fait l'immobilier extrêmement attractif. Donc, on le verra un peu plus tard. Donc, le rendement que j'ai mis en deuxième, en fait, il découle un peu de l'effet de levier. Mais je vous ai mis un petit tableau à droite, donc que je vais détailler aussi dans quelques minutes. Donc, qui fait que ça reste évidemment rentable, sinon on le ferait pas. Et puis en fait, on profite et de un d'un rendement et de deux d'une appréciation de votre bien. Donc on n'achète pas un bien 100 000 euros pour le revendre moins cher dans 5 ans, on espère au moins le revendre le même prix, voire un peu plus cher. Donc voilà, pour moi c'est les 3 points. Effet de levier, grâce à ça, ça nous donne un rendement en fait qui est important, et ce rendement est démultiplié par la performance que va avoir votre investissement dans la pierre. Donc c'est-à-dire que bah voilà, si ça s'apprécie de 2 à 3% par an, il faut comprendre qu'en fait vous allez toucher un rendement peut-être, je sais pas, de 6-7% et qu'en plus de ça, votre bien va prendre 2 à 3% tous les ans. C'est quand même assez important. Et puis surtout, on a quelque chose de long terme, quoi. C'est-à-dire que les loyers que vous touchez, c'est tous les mois, c'est régulier. Alors évidemment, il y a un locataire qui peut partir, ça peut prendre un petit peu de temps, enfin, comme tout investissement, et voilà, il peut y avoir des soucis, mais en cas de crise économique, par exemple, généralement l'immobilier, ça tient quand même très bien. On va pas perdre 50% en immobilier en quelques semaines ou quelques mois. C'est possible en bourse, c'est possible en crypto en quelques jours. Donc, on a quand même on a quand même quelque chose qui est déjà physique et en plus de ça qui supporte très bien les crises. Et dans le temps, vous allez avoir un investissement qui a plutôt tendance à s'apprécier euh, tranquillement, j'ai envie de dire. Alors à Paris, ça a été un peu plus brutal, mais en moyenne en France, si vous achetez ça en France, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur petit à petit et qui se fiche un petit peu de ce qui se passe économiquement dans le pays. Donc ça c'est pour les points forts et pourquoi se lancer dans l'immobilier. Ensuite j'ai mis quel bien pour quel rendement. Donc vous voyez location longue durée, courte durée, dans l'ancien, dans le neuf, avec ou sans travaux. Ça c'est des questions qui vont se poser dans votre projet assez rapidement. Et en fait vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Que ce soit en termes de rendement, que ce soit en termes de temps, en termes de recherche du bien.
Tout ça, c'est à prendre en considération et il faut vraiment se le dire avant. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, ok, je veux pas trop perdre de temps dessus, moi je veux acheter un bien, le louer et que ce soit rapide et facile, eh bien ne prenez pas un bien avec travaux par exemple. Ne prenez pas un truc où il faut 20 000 euros de travaux, il va falloir faire appel à un électricien, il va falloir faire appel, je sais pas, refaire, je sais pas, de la déco, des trucs comme ça. Ça peut prendre beaucoup de temps et en fait, il y aura des surprises. Et quand je dis des surprises, généralement c'est des mauvaises surprises. Voilà, j'ai acheté un bien immobilier où il y a eu beaucoup de travaux dedans, c'est beaucoup de boulot. J'étais pas sur place en plus, donc j'ai tout délégué. Si vous faites comme moi et que vous voulez déléguer à des agences, etc., c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, considérez bien ça avant de vous lancer. À quel point vous voulez être impliqué et à quel point vous pouvez être impliqué. Et tout ça, en fait, ça va avoir un impact sur votre rentabilité, bien évidemment. Donc, j'ai mis 5 à 7% et jusqu'à plus que 15% par an. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir. 5 ou 15%, c'est du simple triple, c'est n'importe quoi. Bah, c'est n'importe quoi, pourquoi? Donc je vous ai mis le tableau à droite. C'est un petit tableau que j'ai fait. Que j'ai trouvé, donc déjà c'est des informations déjà perso parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Comme je vous dis, j'ai déjà investi dans l'immobilier dans un appartement. Donc c'était dans l'ancien avec travaux, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. J'ai fait des calculs, j'ai fait pas mal de choses, même sur d'autres appartements que j'ai pas acheté, mais voilà où j'ai étudié un peu. Donc j'en ai sorti ce tableau qui vous dit très simplement, si vous faites de la location longue durée sans travaux, vous pouvez vous attendre à 4 à 6%. En gros, ça c'est, vous allez sur le bon coin, vous voyez un appartement à 100 000 euros, vous achetez cet appartement, il est déjà loué, ou alors vous cherchez un locataire, vous faites zéro travaux, rien dedans. Généralement, vous pouvez vous attendre à quelque chose entre 4 et 6%. C'est ce qu'on trouve sur le marché. Alors évidemment, ça dépend des villes. À Paris, on va le voir plus tard, mais à Paris, les rendements, c'est pas les mêmes qu'en province. Par exemple, à Saint-Étienne, pour prendre les extrêmes, Saint-Étienne, c'est l'extrême de Paris. Saint-Étienne, ça va être 10% par an de rendement loyer. Mais pourquoi? Parce que l'immobilier est très peu cher là-bas. Et l'appréciation de votre bien est beaucoup plus faible qu'à Paris. Donc ça, tout ça, c'est une gymnastique un petit peu, mais elle n'est pas compliquée du tout. Si on prend le même exemple avec une location longue durée avec travaux, c'est-à-dire que vous achetez un bien dans l'ancien avec travaux, vous pouvez vous attendre à un rendement de 6 à 8%. Pourquoi ce rendement de 6 à 8%? Le bien que vous allez acheter avec travaux, en fait, il va être sous-évalué. Il va être sous-évalué parce que la personne qui vend, elle est au courant qu'il faut faire des travaux. Donc, elle va vous dire, voilà, mon bien, il vaut 100 000, mais par contre, il faut faire 20 000 euros de travaux, quoi. Et généralement, ces 20 000 euros de travaux que vous allez faire à la sortie, si c'est bien fait et si vous n'avez pas payé un artisan 50% le prix de ce qu'il fallait payer, vous allez vous retrouver avec un bien qui vaut peut-être 130 000. C'est-à-dire que vous l'avez acheté 100 000, vous avez fait 20 000 de travaux et à la fin, à la sortie, vous avez un bien qui vaut 130 000 sur le marché. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez avoir une rentabilité qui est plus élevée. C'est que vous achetez un bien euh, qui est sous le prix du marché et vous allez en sortir un bien qui va arriver au prix du marché, voire même un peu plus si vous faites quelque chose peut-être un peu plus luxe, un peu plus voilà, que vous montez un peu en gamme, vous allez pouvoir aussi avoir un loyer un peu plus élevé. Et ça donne des rentabilités plus intéressantes. Donc moi, c'est ce que j'ai privilégié. C'est de la location longue durée avec un bien avec travaux. Donc c'est plus de travail. Euh, Si vous êtes un peu du métier, s'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, c'est encore plus avantageux parce que vous allez peut-être pas avoir à appeler quelqu'un pour, je sais pas, monter une cuisine ou la salle de bain ou j'en sais rien. Vous allez faire des économies en fait. Mais ça, c'est très personnel, c'est tout à chacun. Et ensuite, j'ai mis courte durée. Alors, je suis pas du tout un expert sur les courtes durées, mais de ce que, euh, de ce que j'ai pu voir, on est sur des taux très attractifs, mais par contre, ça demande beaucoup de travail. Donc, on est sur du 8 à 12% si vous achetez un bien que vous louez directement sans travaux, et 12 à 15%, et ça peut même être plus. Mais bon, j'ai été plutôt côté défensif et j'ai mis 12 à 15%, sachant que voilà, c'est beaucoup de travail. Parce que là, on parle, c'est du Airbnb, c'est de la location ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, 2 semaines. C'est de la location courte durée, donc il faut le ménage, il peut y avoir de la casse, des choses à remplacer beaucoup plus fréquemment. Il y a aussi l'accueil, donc les gens qui arrivent, qui repartent.
C'est beaucoup de travail. Et si vous déléguez ça, ça coûte très très cher à mettre en agence. Ça peut être jusqu'à 50% des loyers. Donc l'agence qui vous loue ça pour courte durée peut vous prendre jusqu'à 50% des loyers, tout simplement parce qu'en fait votre loyer euh, il passe de longue durée pardon, de 500 euros par mois à je vais dire 1500 euros par exemple. On est vraiment dans ces extrêmes-là, mais par contre c'est beaucoup de travail et si vous le mettez en agence, ça va vous coûter extrêmement cher en termes de gestion. Donc il faut bien réfléchir à ça. C'est très intéressant la courte durée, mais pour moi c'est un autre métier, je pense. C'est-à-dire que si vous faites ça à plein temps, je pense que c'est la bonne solution. Mais si vous avez un boulot à côté, que vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites de la longue durée. Les agences pour de la longue durée, j'ai mis entre 5,5 et 11% des loyers. Ça dépend tout simplement si vous prenez des assurances. euh, Par exemple, si vous n'avez pas de locataire pendant 3 mois et que vous voulez quand même toucher votre loyer, vous avez des assurances pour ça, mais ça vous coûte très cher. Et ça, généralement, c'est aux environs de 10%. Moi, j'ai pas pris ça. J'ai pris le truc simple. Ça me coûte 8%, je crois, des loyers, ce qui est déjà quand même assez cher. Mais vous pouvez trouver moins cher que ça. Après, voilà, tout dépend de ce que vous recherchez en termes d'assurance. Même si l'assurance loyer impayé, je vous la conseille pas la plupart du temps parce qu'il y a, en fait, il y a une carence qui généralement est de 2-3 mois, ce qui est énorme en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous payer vos loyers après 2 mois de loyer impayé ou 3 mois. Donc, vous allez payer très cher de gestion en plus pour cette assurance et elle va se déclencher vraiment très 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 rarement parce que 3 mois de loyer impayé, c'est quand même beaucoup. Si vous n'arrivez pas à relouer votre bien dans les 3 mois après que le locataire soit parti, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que le prix n'est pas bon. Voilà, ou il faut refaire des travaux peut-être pour améliorer certains points dans l'appartement. Mais voilà, donc moi je ne la conseille pas. Ce qui fait que vous allez retrouver entre 5 et 8% des loyers à payer en gestion. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Euh, Next, on a la banque. La banque, c'est le passage obligatoire. Pourquoi le passage obligatoire? Bah parce qu'en ce moment, les taux sont historiquement faibles. Ça va peut-être changer dans les mois qui viennent, donc c'est le bon moment probablement de s'intéresser à l'immobilier. Donc les taux classiques immobiliers du moment, on est sur des taux qui sont aux environs peut-être de 1,5%, quelque chose comme ça, hors assurance. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc je vous dis 1,5%, ça dépend énormément de choses, de votre situation personnelle, ça dépend de où vous achetez, quelle est la durée de votre emprunt, quel type de bien. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, on n'est pas sur des taux à 3%, quoi. C'est ce que j'essaie de vous dire. On est vraiment sur des taux qui sont inférieurs à 2 et qui sont même dans certains cas proches de 1%, ce qui est vraiment extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent quasiment gratuitement en fait. Donc on parlait d'effet de levier au tout début. Là on est vraiment dedans. C'est-à-dire que vous avez un effet de levier qui peut être quasiment max, où vous allez emprunter parfois 100% de la somme pour acheter votre appartement. Donc là, vous êtes effet de levier maximum. Mais si vous avez un CDI à côté, voilà, que vous avez un salaire assez confortable, que vous pouvez vous endetter, que ça vous fait pas peur, et que vous êtes prêt à faire ça sur 20, 25, 30 ans, et bah lancez-vous en fait. Lancez-vous parce que c'est le moment. En termes de taux, en tout cas, financièrement, bancairement parlant, vous avez des bons deals. Vous avez des bons deals. Euh, donc c'est vraiment à considérer. C'est vraiment à considérer. Et quelle durée choisir? Alors j'ai mis quelle durée choisir parce qu'en fait, au début, moi j'avais pas la bonne vision des choses, je pense. Je me disais, moi je veux rembourser rapidement. En fait, je veux me débarrasser du crédit rapidement pour éventuellement refaire un crédit, etc. Mais même rapidement, en fait, ça va être difficile de faire moins de 15 ans. Et 15 ans, c'est déjà quand même extrêmement long. Et surtout, si vous faites ça, en fait, tout votre loyer que vous allez recevoir, vous allez remettre 100%, vous allez rebalancer 100% en fait dans le remboursement de votre prêt. Donc déjà aussi, un des trucs très importants, c'est que votre loyer doit vraiment couvrir ce que vous allez repayer à la banque. Ça, c'est voilà, c'est obligatoire. Ne commencez pas à faire des projets où il faut que vous sortiez 50 ou 100 euros tous les mois de votre poche pour rembourser. C'est selon moi pas du tout la bonne technique. Au contraire, il faut que vous ayez un petit voilà, vous ayez un petit support entre les deux quoi. Que si vous recevez 1000 euros de loyer, il faut que vous remboursiez, je sais pas moi, 700, 800 euros à la banque maximum.
Ça pour moi c'est plutôt le bon truc. Et donc la durée, au lieu de l'avoir plutôt courte, en fait il faut plutôt l'avoir longue. Donc il faut pas avoir peur de s'endetter sur 20, 25, voire même 30 ans en fait, parce que vous allez avoir un taux déjà qui est très faible. Donc on a envie de faire durer ce prêt. On a envie de le rembourser pendant une bonne période parce qu'en fait on rembourse 1,5%, c'est rien. Ça a de l'argent quasi gratuit, hein. Donc quitte à le rembourser dans le temps, autant que ce soit étalé encore plus dans le temps. Et surtout, bah, ça va vous faire des remboursements tous les mois qui sont moindres. Donc vous allez vous retrouver peut-être avec, je sais pas moi, 1000 euros de loyer qui rentre et vous allez repayer peut-être 600 euros à la banque à côté, ou voire même moins. Donc il va vous rester 400 euros en poche. Et donc avec ça, bah, vous allez pouvoir vous reconstituer un apport et pouvoir recommencer. Donc c'est-à-dire une fois que vous allez arriver à 5 ou 10 000 euros, bah, vous allez peut-être pouvoir dire à votre banque, bah écoutez, j'ai 10 000 euros, voilà, c'est mon apport, est-ce que vous pouvez me reprêter 50 000 ou 100 000 euros? Et en fait, ça marche comme ça. Donc, quelle durée choisir? Pour moi, si vous êtes dans l'optique d'acheter plusieurs biens dans le temps, eh bien prenez plutôt des prêts sur une longue durée. Comme ça, votre endettement sera moindre et vous pourrez plus facilement reconstituer une épargne pour ensuite refaire un prêt. Ça, c'est petit tips, j'ai envie de dire, parce qu'au début, moi, je le voyais pas comme ça, donc c'est peut-être juste moi, hein, mais moi, je voulais rembourser plutôt rapidement et me débarrasser du crédit, mais je pense c'est un peu une erreur de le voir comme ça, surtout avec les taux qu'on a en ce moment. C'est vraiment pas la bonne logique. Et pour quel apport? Alors l'apport aussi c'est extrêmement personnel. Moi par exemple je vis à l'étranger donc je suis pas payé en euros. Donc moi on va me demander un apport assez important. Généralement on me demande 20% de la somme à emprunter, ce qui est quand même beaucoup. Mais si vous êtes en France, en CDI, peut-être marié avec une personne également en CDI, etc. Vous avez des garants, enfin je sais pas, mais on peut avoir une situation où on vous demande même pas d'apport. Ça existe. Je connais pas mal de personnes qui l'ont fait, qui simplement ils sont arrivés avec leur contrat. Voilà, j'ai un CDI, je gagne 2000 euros net par mois et je veux emprunter tant et on leur demande pas d'apport ou quasiment rien. Donc ça c'est extrêmement intéressant. C'est très 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 intéressant parce qu'on veut en fait mettre le minimum d'apport, bien évidemment. On veut mettre le minimum d'apport. Donc renseignez-vous. Ça coûte rien en plus, hein. Appelez votre banquier ou allez sur internet, faites une simulation et regardez pour emprunter, je sais pas moi, 100 000 euros, combien on vous demande d'apport. Si on vous demande, je sais pas moi, 5% de la somme, si on vous demande 5 000 euros pour emprunter 100 000, c'est extrêmement intéressant. L'effet de levier est énorme. Et en fait, vous allez vous retrouver, si vous pouvez le faire sur 25 ou 30 ans, vous allez vous retrouver avec, même si c'est un petit appartement, 400 euros de loyer qui rentre et vous remboursez peut-être 250 à la banque. C'est extrêmement intéressant. Ça vous fait en fait du free cash flow, hein, donc ça vous fait en fait comment dire de l'argent qui reste dans votre poche, quoi, que vous ne remboursez à personne, et ça vous reconstitue un capital pour recommencer. C'est vraiment l'idée en fait, c'est de année après année, parce qu'on est en immobilier, donc on va quand même pas acheter un bien tous les 6 mois, mais peut-être tous les ans ou même tous les 18 mois ou tous les 2 ans, bah, vous allez pouvoir recommencer en fait. Et à aucun moment vous vous mettez en difficulté financière parce que chaque bien que vous achetez vous redonne plus d'argent tous les mois. Donc c'est-à-dire que voilà, pour chaque bien, vous avez peut-être 100 euros net dans votre poche qui reste dans votre poche. Et donc ça c'est extrêmement intéressant. Mais pour faire ça, il faut un prêt avec un taux faible, ce qui est le cas en ce moment, une durée plutôt étendue, donc je dirais minimum 20 ans, et un apport faible. Après, si vous pouvez apporter plus, bon, c'est pas un problème, hein, au contraire, hein. Mais l'objectif, c'est quand même d'apporter le minimum pour pouvoir acheter votre bien. Ensuite, j'ai mis la géographie. La géographie, c'est important aussi selon le projet que vous avez. Donc, grande, moyenne, petite ville. Et faut-il se diversifier? Donc, je vous ai mis une carte. Je vous ai mis une carte et on va prendre un peu les extrêmes. On va prendre Paris pour commencer. Vous voyez que le rendement brut d'une location à vide, 3,3%. C'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Vous voyez, on est en dessous de ce que je vous ai dit avant, où j'ai dit voilà entre 5 et 7% pour de la location longue durée sans travaux. Et là, on n'y est même pas. À Paris, on n'y est même pas. Mais pourquoi? Parce que l'immobilier est extrêmement cher. Donc, moi, ma stratégie, c'est plutôt des villes, on va dire, de taille moyenne, du type Rennes, du type Strasbourg, Reims,
vous voyez, Bordeaux c'est déjà cher, Lyon c'est déjà cher, du coup les rendements baissent. Ça m'intéresse pas trop. Plutôt du type Montpellier, Nantes, vous voyez, c'est ce type de ville-là. Et donc là, on voit qu'on est plutôt sur du 5%, même plus, hein. Montpellier 5,7, Reims 6,5. Vous voyez, ça c'est plutôt des rendements plutôt intéressants. En tout cas, moi, pour moi, un projet intéressant, c'est 6% ou plus en immobilier. Après, chacun voit midi à sa porte, mais pour rembourser votre emprunt, j'avais calculé que voilà, 6,5% généralement pour remboursement sur 20 ans, c'est le minimum pour que les loyers couvrent votre remboursement à la banque. Et donc, vous avez pris l'exemple de Saint-Étienne tout à l'heure, c'était pas pour rien parce que Saint-Étienne, c'est l'extrême en fait. Entre Paris et Saint-Étienne, c'est deux extrêmes parce que Saint-Étienne, les prix de l'immobilier sont extrêmement faibles. Je pense que c'est peut-être un des plus faibles de France et donc on a des rendements qui sont énormes parce que les loyers ne suivent pas toujours le prix de l'immobilier. En fait, on le voit, hein. Vous voyez, Paris, si les rendements sont faibles, c'est parce que comparé au prix des logements, au prix d'achat, vous pouvez pas mettre un loyer à 2000 euros pour un studio de 20 mètres carrés. Donc, ce qui fait qu'à un moment, en fait, le loyer va être capé parce que les gens ne peuvent pas payer toujours plus. Alors que par contre, les prix, eux, de l'immobilier à l'achat, continuent de monter en flèche. Bah, à Saint-Étienne, en fait, les loyers ont suivi un peu la moyenne nationale, mais par contre, le prix de l'immobilier, lui, est resté extrêmement bas. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi on n'investit pas comme des fous à Saint-Étienne? Et ben, c'est tout simplement que peut-être les perspectives ne sont pas très roses. Ce qui veut dire qu'au vaut bien que vous achetez 100 000 euros, dans 10 ans, rien ne vous garantit que vous le revendrez 100 000 euros. Ou alors, voilà, vous le revendrez peut-être 100 000 euros, mais bon, est-ce que vous êtes content de revendre un bien 10 ans après, le même prix que vous l'avez acheté? Je suis pas sûr. Même si vous touchez des loyers de 8, 9, 10%, je veux dire que c'est peut-être pas le meilleur pari à faire. Donc c'est pour ça que tout le monde se précipite pas à Saint-Étienne. Mais après, chacun a sa stratégie. Mais la ville, voilà, c'est quand même assez important. Après, est-ce que vous voulez être proche du bien que vous achetez géographiquement ou non? Est-ce que de toute façon vous allez mettre en gestion, donc vous en avez rien à faire? Moi, c'était un peu mon cas. Je l'ai mis en gestion vu que je suis expatrié. Donc en fait, la ville en France m'apportait peu. Moi, ce que je cherchais, c'était plutôt du rendement, donc c'était tout sauf Paris, quoi, en gros. Euh, donc voilà, à chacun de voir midi à sa porte là-dessus. Et donc, est-il bon de se diversifier géographiquement? Eh ben, je dirais que c'est à double tranchant parce que euh, si vous commencez à avoir 2, 3, 4 appartements, ça devient intéressant de les avoir au même endroit, en tout cas dans la même ville, parce que si vous les mettez en gestion, vous allez pouvoir faire des économies d'échelle. C'est-à-dire que vous allez voir euh, votre agence de gestion et vous allez leur dire, c'est le troisième appartement que je mets en gestion chez vous. Là, vous me prenez 8% de mes loyers. Moi, je suis prêt à mettre le troisième chez vous également, mais par contre, on négocie quoi. Donc, c'est plus 8%, mais c'est 6%. Et généralement, ça fonctionne. Donc, plus vous allez avoir d'appartements dans une même ville, plus vous allez pouvoir négocier les prix à la baisse en termes de gestion. Donc, je pense que se diversifier géographiquement en immobilier, c'est pas forcément un must, c'est pas un truc que vous devez faire dès votre deuxième bien. Après, si vous en avez 3-4 dans une ville, vous pouvez peut-être vous dire, allez, je vais peut-être attaquer un autre marché qui peut peut-être être plus intéressant aussi en termes de perspective, en termes d'appréciation d'immobilier. Mais je dirais que c'est pas du tout la priorité de se diversifier. Et au contraire, au début, on veut peut-être plutôt concentrer ses investissements pour avoir des économies d'échelle. Euh, Ensuite, j'ai fait une page à ne pas oublier parce que euh, il y a beaucoup de choses à penser en immobilier et ça peut faire un peu peur et effectivement c'est pas toujours évident. Surtout si vous avez personne pour vous conseiller, si vous n'avez pas un proche voilà, de la famille ou un ami qui s'y connaît, qui est déjà passé par là, on peut omettre pas mal de choses et ça peut vous coûter assez cher. J'ai mis attention au foncier parce que dans les calculs de rentabilité, généralement on prend pas ça en compte. Et bah, moi je le prends en compte. C'est important parce que le foncier varie fortement d'une ville à l'autre. Et parfois ça peut être un demi-loyer, parfois ça peut être un loyer et demi, quoi. Donc c'est pas pareil. Sur votre rentabilité, ça va jouer. Donc n'oubliez pas, demandez et renseignez-vous combien vous allez payer de foncier. Ensuite, les assurances.
Donc il faut savoir que vous allez avoir une assurance de prêt si vous empruntez, ce que vous allez probablement faire, et vous allez avoir une assurance de propriétaire non occupant. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y a un peu une assurance en plus de ce que va prendre vos locataires pour ce qui est dans votre appartement en fait, surtout si vous louez un meublé en fait. Euh, donc ça, assurance, moi j'ai vraiment pris les trucs basiques et je pense que ça sert pas à grand chose. En tout cas, si vous n'avez pas un bien ultra luxueux avec des choses qui valent extrêmement cher dedans, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre une assurance qui coûte les yeux de la tête. Donc j'ai pris, je crois que c'est chez AXA, j'ai pris le truc le moins cher en termes d'assurance propriétaire non occupant. Ça coûte vraiment pas grand chose. Et ben en fait moi j'ai eu en plus un problème dans l'appartement et j'ai pas eu de soucis quoi. Donc en fait même l'assurance de base vous couvre déjà pour les trucs basiques. Donc si vous louez un meublé étudiant par exemple avec des meubles qui coûtent pas super cher, etc. Je pense que vous n'avez pas besoin de prendre l'assurance qui premium qui coûte une blinde. Donc ça c'est aussi le truc à savoir parce que ça peut vite faire des petites dépenses qui s'accumulent. Ensuite les frais divers, notaire. Donc là frais divers, bon j'ai un peu abusé, c'est pas un frais divers, vous savez que vous allez payer des frais notaires, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc voilà, frais d'agence, entretien, euh, bah, tout ça il faut y penser. Juste pensez-y, renseignez-vous parce que vous n'ayez pas une note salée une fois que vous ayez signé tous les papiers. Faites bien attention à ça. Les impôts, et donc là on touche aussi un peu à la fiscalité, donc ça c'est différent pour chacun, mais renseignez-vous. Est-ce que par exemple vous seriez pas mieux de faire une SCI si vous avez déjà quelques appartements? Je suis pas expert en la question, mais si vous commencez à avoir un petit parc immobilier entre guillemets, ça peut être avantageux. Ça dépend de votre salaire en perso, ça dépend de beaucoup de choses. Donc renseignez-vous. Et aussi meublé ou non, c'est également important. Donc moi je fais du meublé parce que fiscalement pour moi c'est beaucoup plus intéressant vu que je suis expatrié, mais ça peut ne pas être le cas pour vous. Donc renseignez-vous bien avant d'investir, hein, tout simplement. Est-ce que vous voulez faire du meublé ou non, en SCI ou non? C'est important d'avoir ça clair avant de se lancer. Et ne pas négliger le timing. Alors j'ai mis ça parce que on voit généralement l'immobilier comme un investissement de très long terme, et à raison, évidemment. On n'achète pas pour revendre dans 6 mois, mais il y a un moment aussi où si le marché monte très fortement et qu'en fait vous avez fait des travaux et votre bien maintenant vaut 50% de plus, vous pouvez peut-être vous dire c'est peut-être le moment de vendre et de se tourner vers peut-être une autre ville qui est en expansion où je peux peut-être refaire la même chose et refaire du rendement comme j'ai fait pendant 5 ou 10 ans avant. Donc il ne faut pas avoir peur, je pense, de se dire c'est le bon timing pour vendre ou c'est le bon timing pour acheter, à l'inverse. Donc voilà, il ne faut pas non plus, je pense peut-être s'attacher trop sentimentalement à son bien et à un moment se dire bon bah ça fait 10 ans, j'ai remboursé la moitié ou les trois quarts de mon prêt, je fais plus 50% à la vente ou même plus hein, parfois. Ça peut être intéressant peut-être de revendre et de se rebasculer ailleurs. Et en plus, si dans mon cas vous êtes à l'étranger, je crois qu'on peut défiscaliser pendant 10 ans le bien si c'est du meublé, ce qui fait qu'en fait vous avez presque avantage à revendre et recommencer un investissement. Mais comme j'ai dit, ça enfin, c'est une situation personnelle, donc c'est à vous de vous renseigner pour le cas. En conclusion, donc l'IMO peut vous permettre d'investir des montants importants avec l'effet de levier possible et peu cher. On en a parlé, pour moi c'est numéro un du pourquoi on voudrait s'intéresser à l'immobilier. Donc bon, déjà c'est un secteur super intéressant. Donc, si vous êtes un peu curieux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours évident, mais il faut se faire aider. Essayez de vous faire aider par des gens qui sont déjà passés par là. Et surtout, l'étape banque, on l'a vu, c'est très important parce que c'est là que vous allez justement créer votre effet de levier. Il faut qu'il soit peu cher et il faut qu'il soit bien étalé dans le temps pour que vos loyers remboursent votre emprunt tous les mois. Et donc vous n'avez pas à vous penser comment je vais rembourser mon prêt, c'est la galère, je suis endetté. Et ça, comme ça vous sort de l'esprit. Et en fait, c'est un petit peu un truc automatique où les loyers rentrent d'un côté, vous repayez la banque de l'autre, et en fait vous n'avez rien à penser quoi. Définissez les points importants en amont. Êtes-vous prêt à faire des travaux? Si oui, par qui et à quel coût? Qui pour s'occuper de la gestion et à quel coût? Donc ça, demandez toujours euh, à quel coût en fait. Combien ça me coûte de faire ça? Combien ça me coûte de faire ça? Combien ça me coûte de faire appel à machin pour les travaux? Combien ça me coûte de faire appel à machin pour la gestion? Parce que tous ces coûts-là, en fait, il faut les calculer.
Il faut pas juste voir le côté je reçois tant de loyer, je paie tant à la banque, ma rentabilité c'est ça. Non, c'est pas ça. Votre rentabilité, c'est ce que vous gardez en poche après toutes vos dépenses. Assurance, entretien, gestion, je sais pas, des restes de travaux, tout ça en fait vous devez le déduire. Le foncier, on en a parlé. Moi je déduis tout ça et en fait ça c'est votre rentabilité nette. Parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec une superbe rentabilité affichée à 8% et en net en fait vous êtes à 4. Parce que l'agence vous prend 10%, parce que votre assurance ça vous prend 1%, parce que en fait petit à petit on vous grignote votre rentabilité et à la fin c'est tout juste si vous pouvez rembourser vos mensualités à la banque. Faites bien attention à ça et demandez-vous toujours combien ça me coûte de faire ça. Donc ne négligez pas les frais annexes, on va pas revenir dessus. Assurance de prêt et assurance immobilière, le foncier, les impôts, on en a déjà parlé. Et j'ai mis à la fin, surtout lancez-vous parce que ça peut faire un peu peur, euh, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis surtout, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que une fois que vous vous lancez dedans, une fois que vous mettez un petit peu de temps dedans, vous faites vos recherches, contactez votre banque, en fait les choses se font un peu naturellement et si vous trouvez un projet intéressant, je sais pas, un petit appartement avec un petit peu de travaux et vous dites ah ouais bah tiens je verrais bien ça comme ça, refaire la cuisine, ah je connais machin qui peut me faire ça. En fait, enfin pièce par pièce le puzzle va se mettre en place et ce sera pas si compliqué que vous le pensez. Alors vous aurez des surprises, hein, comme j'ai dit, c'est généralement des mauvaises surprises, mais vous pouvez toujours les surmonter. Donc faites bien attention à ce que vous achetez et surtout demandez des avis secondaires voilà, à vos parents, grands-parents, des amis qui sont déjà dans le domaine. C'est important d'avoir l'œil de quelqu'un qui s'y connaît pour éviter des erreurs bêtes. Après, vous ferez des erreurs, hein, mais je veux dire, c'est pas dramatique quoi. C'est pas dramatique et vous allez apprendre avec le temps. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, contactez votre banque, commencez à regarder un peu sur le bon coin les projets, faites des calculs de rentabilité et vous allez voir, c'est passionnant. C'est passionnant. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura passionné tout autant. On se retrouvera très bientôt pour le dernier épisode qui sera donc sur la crypto. Voilà, je vous invite à liker la vidéo, la partager si vous avez kiffé tout ce contenu. Et bah, vous retrouvez tous les détails et tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à cliquer. Merci à vous et à très bientôt. Tchuss.